comme dans un 4x400 mètres. Mais il n'y en aura que 3, en fait. Donc voilà, construire un nouveau mode de développement. Je crois que ça nous conduit d'abord à réfléchir sur une question essentielle. C'est la finalité du développement. Et cette question est importante parce que aujourd'hui, toutes les activités productives sont tournées vers la rentabilisation maximale des capitaux dans le minimum de temps, ça a été dit. Et donc, les besoins sociaux et individuels auxquels doivent répondre les entreprises, elles ne sont que le support de la valorisation des capitaux. À tel point que si une production n'est pas assez rentable, elle est arrêtée, ou alors la demande doit se plier à l'offre pour dégager un taux de profit considéré comme suffisant. Et ça c'est vrai même si par exemple on parle de médicaments. Vous voyez, donc on est dans des absurdités. Alors on a aussi des choses qu'on connaît tous. Les fruits sans saveur qui ont mûri sur l'étal de l'hypermarché, les produits de consommation qui tombent vite en panne, qui sont irréparables, qui doivent être remplacés pour bénéficier des évolutions technologiques. La dictature de la compétitivité liée au seul coût du travail, la résistance à la préservation des écosystèmes, sauf si ça peut rapporter gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme vert, qui est, pour certains penseurs, justement, du capitalisme, une voie pour essayer de trouver une nouvelle valorisation des capitaux. Ben c'est à tout ça qu'il faut s'attaquer. Lorsqu'on parle, on en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, de l'humain d'abord, eh bien, ça n'est pas qu'un slogan. L'humain d'abord, en réalité, c'est la boussole du nouveau mode de développement qu'il faut construire. Ce développement doit être durable pour que l'humanité puisse avoir un avenir sur la planète. Il doit placer la satisfaction des besoins au cœur de toutes les décisions, et qu'on parle de l'alimentation, de l'accès à l'eau potable, du logement correct, des transports, de l'habillement, de la santé, mais aussi de l'éducation, de la formation, de la sécurité physique, économique et sociale ou de la culture, les besoins sont tellement importants au niveau de la planète qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment affirmer. Mais ce raisonnement est également vrai pour la France. Sauf qu'il implique de changer la conception même que l'on a de l'efficacité de l'activité humaine. Aujourd'hui, l'efficacité, c'est mesuré par le profit. Mais le profit, ça n'est que le critère des propriétaires du capital et des actionnaires. Ça n'est pas le critère qui correspond à l'intérêt de l'ensemble de la société. En revanche, la satisfaction des besoins, l'accès à des services publics de qualité, l'emploi, la qualité du travail, les conditions de travail et de vie, l'impact environnemental ou la prospérité des territoires sont des critères qui déterminent vraiment la vie des travailleurs et des populations. Alors, de multiples propositions existent pour transformer et enrichir les critères de gestion des entreprises et les critères d'évaluation et d'efficacité. Nous en parlons dans le livre, je ne peux malheureusement pas développer cette question dans l'introduction, mais on peut en parler dans le débat. Et toutes ces propositions tournent autour d'une notion, qui est celle d'externalité négative ou positive. C'est-à-dire quel est le résultat d'une action qui ne peut pas être mesurée directement. Et elles doivent prendre une place plus importante dans les luttes sociales et politiques. Je vais prendre un exemple pour concrétiser le propos. Celui de ce qu'on appelle la relocalisation des activités. Cette démarche-là, elle ouvre des perspectives nouvelles pour un modèle productif qui rapprocherait les lieux de production des lieux de consommation au plus grand bénéfice de l'écosystème, je vais en dire un mot, des territoires et des populations concernées. Alors, c'est bien connu, s'agissant des petites productions locales, c'est d'abord à la mode, et puis c'est un facteur de transformation des modes de consommation qui favorise la diversification des produits disponibles, le lien entre les producteurs et les consommateurs, les circuits courts, pour limiter le poids des intermédiaires. Ça, il y a beaucoup d'expériences là-dessus, il faut que ça se développe, c'est positif. Mais, je veux vraiment insister là-dessus, la relocalisation des activités, ça n'est pas réservé seulement aux petites productions locales. Ça peut et ça doit s'appliquer aux grands secteurs économiques. Et à partir d'une idée clé,
si les véritables coûts étaient réintégrés dans la comptabilité analytique des entreprises, la pseudo-rationalité des choix de délocalisation deviendrait indéfendable. Par exemple, on le sait, il y a des productions qui sont éclatées à travers le monde en fonction des bas coûts de main-d'œuvre et du dumping fiscal et environnemental. Bon, vous voyez, vous avez des produits, on en fabrique un bout au Bangladesh, on en fabrique un bout en Hongrie ou en Tchéquie, etc. Et puis à un moment donné, on rapatrie tout ça dans une entreprise qui fait le montage. C'est d'ailleurs le système de l'industrie allemande, hein, faut pas s'y tromper. Mais ça a des répercussions désastreuses. Je prends rien que l'aspect environnemental. Les produits qui font le tour de la Terre avant d'arriver dans nos assiettes. Les process industriels qui font parcourir des milliers de kilomètres à leurs composants pour bénéficier des moindres coûts. D'abord, c'est très à la mode, mais c'est quand même une réalité. Quel est l'impact carbone de tout ça? Et puis par ailleurs, on minimise complètement le coût des transports, qui sont systématiquement minorés parce que ce sont les secteurs les plus dérégulés au monde. Notamment le transport maritime. Faut voir quand même que l'essentiel du transport mondial se fait par container. C'est le transport maritime avec les pavillons de complaisance, les marins des pays du tiers-monde qui sont sous-payés. Mais il faut voir que ça commence maintenant à arriver sur les transports routiers, avec les différents textes européens. Et donc cet impact sur l'environnement, il n'est tout simplement pas intégré. Quant à la saignée des emplois, quant aux répercussions sur la faiblesse ou l'absence des investissements sur notre sol, qui constitue une part essentielle de la désindustrialisation, ça aussi, c'est pas compté dans le bilan des entreprises. Donc, le chômage, la perte de compétences, le déclin des territoires n'entrent pas dans le bilan des firmes, et c'est à la collectivité de les prendre en charge. Donc en réalité, on fait des calculs savants de rentabilité, mais c'est une rentabilité uniquement pour les actionnaires. Si on prend la rentabilité pour l'ensemble de la collectivité, c'est une catastrophe. Eh bien, se battre pour la relocalisation des productions est une question essentielle, qui peut s'articuler autour d'un thème fort, qui est l'obligation de respecter des clauses sociales et environnementales pour réguler les échanges internationaux. Alors ça, loin de reposer sur une vision égoïste, eh bien, cette approche rejoint une revendication majeure du mouvement syndical mondial. Le non-respect de ces clauses devrait entraîner soit une interdiction d'entrée sur le territoire des produits, soit l'application d'une taxe anti-dumping qui favoriserait les luttes des travailleurs des pays émergents. Alors, il y a des tas de systèmes, là, faire un fonds de solidarité, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en reparler. Cela étant dit, il ne faut pas qu'il y ait de contresens entre nous. La relocalisation doit être conjuguée avec une vision ambitieuse des échanges internationaux. On n'a pas une vision de fermeture. La fonction des échanges internationaux est irremplaçable, d'abord pour tout ce qui ne peut pas être produit localement et qui est pourtant considéré comme utile, mais au-delà de ça, les échanges internationaux sont aussi un facteur de lien entre les différents peuples de la planète. Ils doivent évoluer dans le sens de la coopération et non dans celui des règles actuelles de l'Organisation mondiale du commerce. Et de ce point de vue, ce thème et cette revendication des clauses sociales et environnementales peut aider à transformer les choses dans ce sens. Qu'est-ce qu'une construction européenne refondée pourrait être un élément puissant pour aller dans ce sens? Et on voit bien comment c'est un enjeu essentiel, car au contraire, l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'application la plus poussée de la mise en concurrence des salariés dans le monde. Donc, ça permettrait, c'est un élément qui permettrait de faire monter en puissance ce nouveau modèle de développement plus endogène. Alors endogène est un mot savant, mais ça veut dire tout simplement plus tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la satisfaction des besoins de chaque peuple. Et ça, il faut savoir que c'est un grand débat aujourd'hui dans des pays comme la Chine, par exemple, qui aujourd'hui est un pays qui se développe de manière exogène, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur pour le marché mondial, avec d'énormes problèmes sociaux, et il y a vraiment des réflexions pour voir comment il pourrait avoir donc ce développement plus endogène, mais est-ce qu'en filigrane,
ça n'était pas ce qu'il y avait derrière les immenses manifestations d'il y a quelques mois au Brésil, où les gens disaient à quel point, dans un pays qui est en train de se développer de manière exponentielle, les inégalités sociales et la misère restent profondes. Alors, autre élément fort du nouveau modèle de développement, c'est la mise en œuvre d'un nouveau modèle productif. Donc là, on passe sur un autre terrain. Et là, il y a un renouvellement structurel à opérer à toutes les étapes de la production dans une logique de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je ne peux pas être long là-dessus, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à toutes les étapes de la production, on doit avoir la préoccupation de la gestion économe des matières premières, des matériaux et des ressources naturelles, et le souci de leur gestion rationnelle, ou de leur substitution par autre chose. On sait bien qu'un certain nombre de ressources naturelles, le pétrole au premier rang d'ailleurs, sont en train de s'épuiser. Donc la question par exemple de la substitution est une question très importante, et c'est une question concrète d'ingénieurs aujourd'hui. Il faut lutter contre les pollutions de toutes sortes et la préservation des sols, bien sûr, et pour la préservation des sols. Il faut faire des économies d'énergie et aller vers une efficacité énergétique accrue. Ça aussi, c'est des questions très concrètes qui existent dans les entreprises. Et puis, il faut avoir une conception des produits en rupture avec la logique de l'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la machine à laver, tenez, ça vient de nous arriver, voilà, elle fait 3 ans aujourd'hui la machine à laver, alors qu'il y a quelques années, on avait des machines à laver qui duraient 10 ans. Voire même 20 ans. Voire même 20 ans, voilà. Bon, donc tout ça c'est évidemment pour faire tourner le système, et c'est ça qu'on appelle la logique productiviste. C'est-à-dire, c'est pas une logique de réponse aux besoins, c'est une logique où c'est la production pour le profit qui passe au premier rang. Donc, il faut donc lutter contre l'obsolescence programmée, donc avoir des produits réparables, avoir des produits conçus de manière modulaire. Ça veut dire quoi? Modulaire, ça veut dire que vous pouvez, dans le produit, intégrer une innovation technologique en changeant qu'un morceau, donc un module, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez bénéficier de l'innovation technologique, vous êtes obligé de le bazarder. Voilà. De plus, il faut développer les mises en réseau des entreprises et institutions pour organiser la complémentarité des besoins et les coopérations mutuellement profitables. Dans cette logique d'économie circulaire, les déchets des uns peuvent devenir et deviennent les matières premières des autres. Donc ça, c'est une transformation complète de la conception de la production qui montre que l'industrie, la production d'un côté et l'écologie ne sont pas antinomiques, mais qu'au contraire, en transformant le modèle productif, on arrive à faire marcher les deux de concert. Enfin, je veux insister sur la question de la démocratie. Il y a d'abord une question déterminante, mais là aussi qu'il faut poser de manière très offensive. La décision démocratique des citoyens, et au bout du compte, c'est ça, la politique, elle ne peut pas être entravée par les mécanismes de marché qui sont aujourd'hui considérés comme intouchables. Parce que quand même, nous devons avoir le droit de choisir notre modèle social. Nous devons avoir le droit d'avoir notre conception des services publics. Nous devons avoir le droit de choisir le niveau de nos systèmes de santé et de protection sociale. Nous devons être en mesure de débattre et de décider de la part des richesses produites que nous voulons y consacrer, parce que c'est ça les débats. Or aujourd'hui c'est impossible, à la fois pour les raisons de la politique de l'Union européenne, mais aussi pour les raisons de prédominance des marchés sur l'ensemble de la vie. Alors ça nous renvoie à la démocratisation en profondeur de nos institutions. On y a consacré un gros chapitre dans notre livre, je n'ai pas le temps de le développer. Je veux juste rappeler que nous voulons donner la primauté au Parlement dans les institutions politiques, que nous voulons démocratiser la représentation en la rendant vraiment pluraliste afin de sortir de la situation actuelle où la présidentialisation et la personnalisation du pouvoir pourrissent la politique et bloquent tous les débats de fond. Enfin, regardez quand même aujourd'hui, les partis qui se veulent, qui se prétendent partis de gouvernement, ils n'ont quand même qu'une idée en tête, c'est qui sera le candidat en 2017 et les querelles de préséance entre les uns et les autres. Mais ça, c'est le fruit
de cette présidentialisation et de cette personnalisation des institutions. Je veux également indiquer que nous avons de multiples propositions pour promouvoir la démocratie participative et construire dans certains domaines une démocratie d'intervention directe. Je veux enfin insister sur la démocratisation des processus de décision à l'entreprise. Donc, Louise en a parlé un peu. La question des pouvoirs nouveaux des salariés est un élément majeur pour définir des stratégies d'entreprise permettant d'ouvrir les transformations nécessaires. Sans être complet, rappelons l'avis obligatoire du comité d'entreprise ou des représentants du personnel pour les décisions stratégiques et également la participation de représentants des salariés dans les conseils d'administration, le contrôle des élus locaux sur les fonds publics attribués aux entreprises, c'est fondamental, c'est quand même notre argent. Et aujourd'hui, c'est souvent attribué sans aucune contrepartie. Le droit de veto suspensif des élus du personnel en cas de plan de licenciement, de fermeture ou de délocalisation, et l'obligation d'examiner les propositions alternatives des salariés, le droit de reprise de l'activité par les salariés en coopérative s'ils le souhaitent. Et enfin, le droit de maîtriser les entreprises et les secteurs stratégiques pour notre devenir. Je veux revenir 30 secondes sur EADS. C'est quand même l'industrie aéronautique française et européenne. C'est depuis très longtemps un fleuron de notre activité nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait des actionnaires de référence, pour la France Lagardère et L'Oréal, et pour l'Allemagne Daimler, Mercedes. Ils sont sortis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont sortis. L'État n'a pas pris la moindre initiative pour s'assurer qu'il y ait au minimum un actionnariat de référence qui permette d'avoir une politique et une stratégie pour l'avenir de l'aéronautique en France et en Europe. Résultat des courses, aujourd'hui plus de 70% du capital de ADS est ce qu'on appelle flottant. C'est-à-dire que c'est un capital qui est en bourse. Et donc qui est à la merci de tout ce que nous a raconté Louise. Donc, vous voyez, les mouvements spéculatifs, la volonté des uns et des autres de prendre pied puis de s'en aller, etc., etc. Le plan de suppression d'emplois d'aujourd'hui, c'est le résultat de ça. Eh bien, il faut que nous nous dotions d'instruments permettant cette maîtrise sociale des entreprises stratégiques. Alors, ça pose le problème des nationalisations, pour un certain nombre d'entre elles. Au-delà des nationalisations, il y a d'autres solutions. Par exemple, ce qu'on appelle les golden shares, ce qui veut dire l'action, c'est souvent traduit par, ça veut dire action en or, c'est l'action stratégique, si vous voulez. C'est quoi? C'est pour des entreprises d'une certaine importance, l'État peut détenir une action, mais une action qui a un pouvoir fantastique, qui est un droit de veto sur l'ensemble des décisions qui sont prises. Alors aujourd'hui, évidemment, l'Europe n'en veut pas. On nous dit l'Europe n'en veut pas, d'accord, mais c'est l'Europe libérale. Les Américains le font, les Américains ont des golden shares, je suis désolé, c'est même pas un truc... bon, ce qui permettrait, vous voyez, si on avait rien que ça, ça aurait permis, par exemple, de résister à Mittal, lorsque Mittal a fait l'OPA sur Arcelor, de faire en sorte que dans l'automobile, on ait notre mot à dire sur les mouvements stratégiques qui existent aujourd'hui autour de PSA avec la Chine, et puis sur EADS, ça permettait d'assurer cette stratégie. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres aspects impossibles à aborder, qui est impossible d'aborder dans le cadre de cette introduction. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est traversé par une idée. Ça n'est pas seulement parce que nous sommes des gens gentils et qu'on a une idéologie de progrès humain qu'on propose tout ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si on ne va pas vers ces solutions, c'est la catastrophe, on le voit tous les jours. C'est donc au nom d'une efficacité collective pour que la société puisse avancer et avancer dans de bonnes conditions que nous faisons ces propositions. Alors, j'en termine par un dernier aspect. Comme l'a dit Louise, tout ça n'a de pertinence que si c'est soutenu par une forte mobilisation populaire. Or, nous le savons bien, dans la situation actuelle, c'est justement ce qui fait défaut. Alors ça, c'est pas tout à fait dans le livre, parce que
Mais on est là aussi pour être dans le réel et dans l'actualité. On voit bien que la déception profonde qui règne au regard de la politique menée par François Hollande et son gouvernement tétanise notre peuple. Le mécontentement ne conduit pas à des mobilisations puissantes en soutien à des solutions de progrès, ou difficilement. Il conduit ce qu'on appelle le peuple de gauche plutôt au repli sur soi, au retrait, à l'abstention et à une méfiance accrue vis-à-vis de la politique. Avec une droite qui est elle-même plongée dans un marasme total, en panne d'idées et de leadership, tout entière mobilisée par le choc des ambitions personnelles. Tout ça conduit à une situation préoccupante et à bien des égards dangereuse. Les vieux démons du racisme ressurgissent et créent une ambiance nauséabonde. Quant à lui, le patronat, il est en mesure, comme jamais, de faire pression pour des reculs sociaux avec le soutien des institutions européennes. À l'heure où pourtant, la construction européenne actuelle est plus contestée que jamais. Le MEDEF parvient même à s'abriter derrière la fureur des travailleurs et des agriculteurs de Bretagne, engendrée en réalité non pas tellement par l'écotaxe, mais surtout par la crise d'un système à bout de souffle, donc ils profitent de ça pour coiffer le bonnet rouge. Alors tout ça n'est illisible qu'en apparence, parce que le point commun de tout ça, ça tient au sentiment qu'aucune perspective politique ne se dégage. C'est ça la question qui nous est posée. Évidemment, la responsabilité principale tient à la déception profonde engendrée par les alternances sans changement qui se sont déroulées au fil des années. Et la droite et le PS en sont les acteurs majeurs. Mais ça doit nous donner des indications quant au rôle que doit jouer le Front de gauche dans ce contexte. Le Front de gauche n'a pas été conçu, jamais, comme une sorte de coalition de la gauche de la gauche. Il ne doit pas rabougrir sa vision en la limitant au simple témoignage, à la dénonciation des méfaits du néolibéralisme ou du social-libéralisme. Cela ne suffira pas. On le voit bien aujourd'hui, le désarroi ne conduit pas si facilement vers des solutions de transformation sociale, il alimente beaucoup plus les dérives populistes. Le Front de gauche doit donc faire preuve d'une grande ambition. Il peut et doit agir comme un outil au service d'un rassemblement majoritaire sur des positions de gauche conséquentes. Promouvoir une gauche de gauche, en quelque sorte, ce qui n'est pas la gauche de la gauche. Il y a une grande différence. Il doit donc, au-delà de ses composantes actuelles, avoir le souci d'amener à la lutte contre les politiques d'austérité et pour un changement de cap des millions de gens qui, ayant voté pour Hollande, même au premier tour, éprouvent aujourd'hui la déception amère des promesses déçues et des illusions perdues. Le Front de gauche doit donc d'abord être avec eux dans l'action contre l'augmentation de la TVA et pour l'élaboration citoyenne d'une vraie réforme fiscale de gauche. Il doit se montrer ouvert à ceux qui veulent agir avec lui tout en restant eux-mêmes. Je pense par exemple à des militants socialistes que révulse la politique gouvernementale actuelle. Bref, il doit créer les conditions pour peser suffisamment afin de rendre possible le changement de cap si nécessaire. Merci.